Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 10 avril 2026 et notre cher ami, notre frère, le professeur Ted Postol est avec nous. Bon retour parmi nous. This year break. Ted, laisse-moi commencer par ce qui se passe avec la guerre au Moyen-Orient. Nous avons eu l'annonce de Donald Trump, le président des États-Unis, selon laquelle il y aurait une sorte de pourparlers, 2 semaines de cessez-le-feu, pour négocier, pour faire quelque chose afin de mettre fin au conflit. Il ne semble pas qu'Israël soit satisfait de cela. Mais de quoi s'agit-il, Ted, en ce qui concerne Israël? Parce qu'il y a eu l'attaque contre le Liban et ils n'aiment pas ça. Il ne semble pas que Netanyahou l'apprécie non plus. Ce qui se passe en ce moment n'a rien de nouveau. Voici ce que John Kerry, ancien secrétaire d'État, a dit à propos de Benjamin Netanyahou. Je me suis assis en face du Premier ministre Netanyahou plus souvent que presque n'importe qui d'autre. Lui et Israël sont bien sûr des acteurs majeurs dans cette affaire. Il y a eu récemment des articles, vous les avez probablement vus dans le New York Times, affirmant que Netanyahou s'était retrouvé dans une situation où il avait essentiellement proposé à Trump d'attaquer l'Iran. Avez-vous déjà participé à des conversations de ce genre? Je sais qu'il a déjà fait ce genre de proposition à des administrations précédentes. Y avez-vous déjà pris part? Et avez-vous été surpris qu'il ait réussi à convaincre Trump de le faire? Eh bien, j'ai participé à plusieurs conversations avec le Premier ministre Netanyahou. Mais en ce qui concerne sa demande aux États-Unis de frapper l'Iran, oui, il voulait que nous frappions. Il est venu voir le président Obama et a fait une présentation pour demander une frappe. Le président Obama a refusé. Le président Biden a refusé. Le président Bush a refusé. Le seul président qui a accepté cela, évidemment, c'est le président Trump. Oui. Ted, quelle est ta compréhension de ce qui se passe en ce moment? Eh bien, je ne suis probablement pas la meilleure personne à interroger en matière de connaissance des subtilités politiques, mais j'ai tout de même un avis. Il semble, à en juger par toutes les mesures et actions entreprises par Netanyahou, non seulement récemment, mais au fil des années, que son objectif, ce qu'il souhaite faire, est de détruire l'Iran en tant qu'État fonctionnel. Il voudrait en faire un État failli, un ensemble de fragments se battant entre eux, un peu comme ce qu'il a accompli avec l'aide des États-Unis, l'aide incompétente des États-Unis en Syrie. Ce qu'il cherche à faire, c'est créer un vide politique en Asie du Sud-Ouest concernant les États susceptibles de s'opposer aux objectifs militaires et expansionnistes d'Israël. Ainsi, une fois que ces États ne fonctionnent plus, une fois qu'ils sont devenus des États faillis, il est beaucoup plus facile de poursuivre ces affaires, car c'est la vieille logique du « diviser pour régner ». Et c'est assez clairement ce qu'il fait, ce qu'il cherche à faire depuis longtemps. Maintenant, en dehors des questions de moralité, qui bien sûr devraient être importantes, bien que dans son cas il n'y ait aucun signe de préoccupation morale d'aucune sorte que nous puissions discerner chez cet homme. Mais au-delà de la question de la moralité, il y a aussi celle de la praticité. Voulez-vous vraiment d'un État syrien en faillite, par exemple, où Al-Qaïda serait essentiellement aux commandes? Franchement, c'est risible. Eh bien, ce n'est malheureusement pas risible. C'est sérieux. Les États-Unis essayent de faire croire que la situation actuelle en Syrie est meilleure que lorsque Al-Assad était au pouvoir. Cela ne veut pas dire que l'on considère Assad comme un bon choix si l'on pouvait faire le choix idéal. Mais, vous savez, quand on regarde le monde tel qu'il est, on essaye de faire de son mieux et au moins de ne pas causer plus de dégâts que ceux déjà faits. Et vous savez, on reste essentiellement en dehors si l'on ne peut rien faire. Et bien sûr,
Si l'on regarde l'histoire de l'implication américaine et aussi britannique en Iran, c'est la même situation. La situation en Iran est totalement le produit des interventions américaines et britanniques. En 1953, je veux dire, vous le savez mieux que moi, vous en êtes réfugié, mais vous aviez une démocratie. Mossadegh avait été élu, honnêtement, comme n'importe quel dirigeant. Et je me demande à propos de tout dirigeant qui veut faire ce qui est juste pour son pays, et non pour d'autres pays, qui cherchent à profiter de l'occasion et à s'emparer des ressources de l'Iran pour les voler à leur profit. Mossadegh voulait nationaliser l'industrie pétrolière. Il voulait s'assurer que le peuple iranien obtienne une part équitable de la richesse produite par le pétrole et les autres ressources naturelles de l'Iran. Et ce qui s'est passé, c'est que les Américains et les Britanniques ont essentiellement mené une campagne contre lui. Ils les ont faussement accusés d'être communistes. Vous savez, comme d'habitude, ce que je devrais dire, les procédures opérationnelles normales. Et ils les ont détruits. Ils ont renversé le gouvernement et installé un dictateur, le Shah, qui était un dirigeant très brutal. Et bien sûr, ils lui ont donné beaucoup de choses qu'il n'aurait probablement pas dû, y compris un important soutien à un programme d'énergie nucléaire, un programme de production d'électricité nucléaire, qui n'était vraiment pas nécessaire compte tenu des énormes ressources en combustible fossile que l'Iran possédait et possède encore. Mais ils ont créé un programme dont les Iraniens sont à juste titre très fiers de leur contribution. Je veux dire, c'est devenu un élément culturel. Je veux dire, je travaillais avec un collègue de mon groupe de recherche, un homme remarquable, Sir John Thompson, qui était représentant permanent du Royaume-Uni auprès de l'ONU, et contrairement à beaucoup de ses collègues, un homme honorable. Lorsque nous parlions des Iraniens, il connaissait très bien l'Iran et avait été impliqué au Moyen-Orient. Il disait, écoutez, les Iraniens ont désormais une grande fierté culturelle à propos de ce programme d'énergie nucléaire qu'ils possèdent. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'ils y renoncent. C'était son point de vue. Et il avait toutes sortes d'idées très intelligentes, vraiment novatrices, sur la manière d'aider l'Iran à développer davantage cette technologie, tout en créant de fortes incitations pour que l'Iran ne construise pas d'armes nucléaires avec. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il était simplement, personne ne voulait l'écouter. C'était vraiment incroyable, car ça aurait été bénéfique pour l'Iran et pour les pays occidentaux, ces idées qu'il avait. Et puis, bien sûr, il y a eu ce développement extrêmement négatif, avec les éléments islamistes extrémistes prenant le contrôle du gouvernement iranien. L'Iran est en réalité un pays assez moderne, vous le savez mieux que moi, et il possède une longue culture historique, où l'éducation et les standards professionnels ont toujours été très élevés. Et bien sûr, le pays n'était vraiment pas adapté à ce gouvernement islamique assez répressif. Mais c'est ce qu'ils ont eu. C'était le comportement américain, c'était le résultat des interventions américaines et britanniques. Ensuite, nous avons obtenu cet accord sur l'enrichissement de l'uranium auquel les Iraniens ont consenti, et c'était un très bon accord pour limiter la capacité de l'Iran à fabriquer une arme nucléaire. Tu veux dire le JCPOA, celui signé par John Kerry? Le plan d'action global commun, le JCPOA, était absolument étanche en offrant à l'Iran un allègement des sanctions dont l'Iran avait besoin. Et pendant un court moment, l'Iran en a tiré les bénéfices, jusqu'à ce que nous revenions en arrière d'une manière totalement inappropriée et injuste. Le reste du monde a gagné en confiance, convaincu que l'Iran travaillait sur la technologie nucléaire
d'une manière qui ne mènerait pas à la fabrication d'armes nucléaires. C'était donc un accord parfait. Mais ensuite, les Américains, en l'occurrence Donald Trump, ont simplement décidé que l'accord n'était pas bon. Ce qui est intéressant avec Trump, c'est que, c'est pas une surprise. Oh, c'est un accord terrible. Eh bien, expliquez-le. Expliquez pourquoi c'est un accord terrible. Je connais assez bien le JCPOA. Je crois qu'il ne faisait que répéter ce que Netanyahou lui avait dit. Il n'en savait rien. Voyez-vous, le problème, c'est juste pour revenir à la question initiale que vous avez posée à propos de Netanyahou. Netanyahou est irrationnel. Je pense, peut-être, je ne sais pas s'il est mentalement instable ou non, si on peut le qualifier ainsi. Je veux dire, avec Trump, il est beaucoup plus évident qu'il est mentalement affaibli. Mais avec Netanyahou, il y a quelque chose de vraiment anormal, que ce soit, vous savez, cet homme est complètement absurd. C'est juste que c'est un psychopathe. Je veux dire, c'est un psychopathe. Il ne le montre pas exactement de la même manière que Trump. Mais en ce qui concerne son engagement moral envers qui que ce soit, y compris le peuple israélien, je veux dire, cet homme a détruit Israël. Israël est détruit parce que des gens comme moi qui n'étaient pas hostiles à Israël, en fait, j'ai encore beaucoup d'amis là-bas qui souffrent énormément sous la direction de Netanyahou et qui sont en désaccord avec lui. Il a transformé Israël en paria sur la scène internationale. Et je ne veux rien avoir à faire avec le gouvernement israélien. Je ne retournerai plus jamais en Israël. Je ne veux tout simplement rien avoir à faire avec eux. Et il a joué un rôle majeur dans la transformation d'Israël en un État fasciste fonctionnel. C'est un État fasciste. Je veux dire, quand on regarde les attitudes d'une grande partie, pas de tout le monde, mais on n'a pas besoin de tout le monde, d'une grande partie de la population israélienne, ils sont en gros devenus des fascistes en action. Et leurs attitudes sont criminelles. Vous savez, j'ai vu une interview hier, j'ai dû la montrer à ma femme parce que cela m'a tellement bouleversé. On a posé une question à cette femme et il n'y avait aucun piège. Le journaliste lui parlait simplement. Il était clair que le journaliste ne cherchait pas à piéger la femme, ni à dissimuler qui ils étaient. Des journalistes américains. Ils lui ont demandé ce qu'elle pensait du fait de tuer des enfants à Gaza. Et elle a répondu, « Eh bien, ils grandissent pour devenir des Arabes. » Je veux dire, je ne pouvais pas. Je ne pouvais tout simplement pas. Et il y avait toute une série d'autres entretiens de ce genre. En fait, dans cette vidéo en particulier, cette attitude semblait très répandue. Ce n'est pas l'attitude de mes amis, je dois le préciser. Je ne fréquenterai pas des gens qui pensent ainsi, mais c'est très courant. Et c'est ce genre d'état d'esprit qui a conduit au massacre à Gaza et au bombardement intensif du sud du Liban aujourd'hui. Et je veux dire, tout cela est dû à... Enfin, je ne devrais pas dire que c'est entièrement dû à Netanyahou. C'est dû aux talents politiques de Netanyahou qui sont considérables, bien qu'ils soient malfaisants. Et malfaisant est le bon terme, même si c'est un peu simplificateur. Mais on a cet homme malfaisant, incroyablement doué sur le plan politique. D'ailleurs, Adolf Hitler l'était aussi. Vous savez, je suis en Allemagne, j'ai beaucoup d'amis ici, et bien sûr, la Seconde Guerre mondiale revient souvent dans les discussions. C'est difficile de l'éviter dans un endroit comme l'Allemagne. Et justement, hier soir, je discutais avec des amis, et j'ai dit, eh bien, vous savez, Hitler était un homme très talentueux. Et ils ont un peu réagi. Et j'ai dit, eh bien, il faut admettre, tu sais, qu'il était malfaisant.
mais on ne peut pas ignorer que ces gens peuvent avoir des compétences. Ce sont ces compétences qui les rendent dangereux. S'ils étaient simplement mauvais, sans aucune capacité, ils ne seraient pas si dangereux. Mais Netanyahou semble ne se soucier que de lui-même, même s'il a peut-être cette croyance déformée, consistant à vouloir transformer Israël en une sorte de grand Israël, quoi que cela veuille dire. Mais il a détruit Israël, non seulement en sapant profondément le tissu même de la société. On ne peut pas amener des soldats, des tireurs d'élite, à tirer sur des enfants, à moins qu'ils ne croient que c'est juste. Quand on voit ce genre de choses, c'est au-delà d'un simple crime de guerre. Cela a quelque chose à voir avec une guerre malade, une maladie dans la société qui est d'une certaine manière devenue acceptable. Et les officiers qui supervisent les tireurs d'élite sont tout aussi malades. En fait, ils sont pro. Ces types de phénomènes sont des signes évidents que la société a sombré dans une sorte d'état fasciste, une forme de fascisme très dangereuse, meurtrière et raciste. J'imagine que ça fait partie du fascisme. Mais Netanyahou n'est pas seul. Il fait partie de ce groupe de personnes dont certains, je ne dirais pas que j'ai grandi avec eux, mais dont j'ai observé les attitudes quand j'étais enfant dans une communauté juive immigrée, où les gens parlaient des Juifs comme du peuple élu et, d'une certaine manière, supérieur. Et même très jeune, vers 11 ou 12 ans, je trouvais cela répréhensible. Je ne sais pas pourquoi, car beaucoup de gens autour de moi n'y voyaient aucun problème. Mais moi, je trouvais cela répréhensible. Et ce sentiment m'a accompagné à l'âge adulte. Je me suis toujours montré très critique envers ce courant dangereux de la culture juive religieuse. Cela ne veut pas dire que tout le monde partage ces idées, mais si on les entretient et qu'on les encourage et qu'elles finissent par dominer, comme c'est le cas en Israël aujourd'hui, on obtient un État qui fonctionne comme un État fasciste. Et c'est ce que nous voyons maintenant. Et ce n'est pas seulement Netanyahou. Il en a été l'orchestrateur, mais il y avait déjà beaucoup d'éléments en place. C'est comme dans l'Allemagne nazie. Il y avait déjà beaucoup de choses qui ont permis de créer le monstre qu'Hitler a façonné. Ce n'était pas seulement Hitler. Il était très habile. Il a su manipuler la société et la culture selon les circonstances. Et maintenant, on a une situation similaire en Israël, et c'est tout simplement terrifiant, du moins pour moi. L'autre problème qu'a Israël, et j'espère que des Israéliens m'écoutent en ce moment, c'est qu'un très grand pourcentage d'Américains, y compris des Juifs américains, considèrent désormais Israël comme un État fasciste. Et ils n'aiment pas que l'Israël reçoive des dizaines de milliards de dollars de soutien des États-Unis pour continuer à commettre ces meurtres monstrueux autour de lui. Et il y a beaucoup de gens, moi y compris, qui plaident fermement pour mettre fin à toute aide des États-Unis à Israël. Maintenant, si cela devait arriver, ce que je ne pense pas facile, c'est à cause du lobby israélien, ce groupe d'Américains juifs extrêmement riches qui sont, et je vais le dire, je ne le ferai pas d'ordinaire, plus loyaux envers Israël qu'envers les États-Unis, dont ils sont pourtant citoyens. S'ils se sentent plus loyaux envers Israël qu'envers les États-Unis, et c'est quelque chose que je ne dirais normalement jamais, alors je pense qu'ils devraient renoncer à leur citoyenneté américaine et partir pour Israël. Parce que c'est inacceptable. Je suis d'abord un Américain. Je suis un citoyen du monde et j'ai des responsabilités en tant que citoyen du monde, ainsi que des responsabilités en tant que citoyen américain. Et mon pays ne sera pas, si j'ai quoi que ce soit à dire, et je ferai tout ce que je peux, mon pays ne sera pas dominé par des intérêts israéliens. Des intérêts monstrueux, fascistes et meurtriers, faisant le sale travail d'un groupe de personnes qui devraient toutes être neutralisées et soit emprisonnées, soit placées dans un endroit où elles ne peuvent nuire à personne d'autre.
C'est tout simplement inacceptable pour moi en tant qu'Américain. Et je suis avant tout Américain. C'est ainsi que je me sens. Donc, les Israéliens qui pensent qu'ils vont recevoir beaucoup d'aide une fois cette guerre terminée, sous la forme de sommes d'argent sans restriction parce qu'il s'agit en réalité de dons américains sans limite à Israël, eh bien, nous leur vendons des armes. Mais ensuite, nous avons tous ces programmes spéciaux qui payent pour ces armes. Ainsi, toutes ces armes israéliennes, ils ne les payent pas. Elles sont offertes à Israël. Ma position, en tant que citoyen américain, est que si je pouvais défendre une politique, une nouvelle politique dans un nouveau gouvernement, que j'espère voir arriver, car je pense que Trump va être évincé, même si on ne sait pas encore exactement quand ni comment, je plaiderai pour que toute aide à Israël soit arrêtée. Je pense qu'Israël a dépassé les bornes et qu'il ne devrait plus être soutenu par les États-Unis pour mener ses actions meurtrières. J'arrêterais immédiatement tous les envois d'armes à destination d'Israël si je le pouvais. Cela n'arrivera pas pour le moment, mais c'est ce que je ferais. S'ils n'ont plus de bombes, ils ne peuvent pas continuer à tuer des gens à Gaza comme ils le font. Ils ne peuvent pas continuer à bombarder massivement le Liban. Je ne suis pas pour la destruction d'Israël, mais il doit être réformé. Il doit devenir un État non-apartheid s'il veut survivre, s'il veut obtenir mon soutien en tant qu'Américain. Et je veux être clair, je parle ici en tant qu'Américain. Oubliez le fait que je viens d'un milieu juif. Oubliez-le, c'est sans importance. Je parle en tant qu'Américain, et c'est inacceptable pour moi en tant qu'Américain. This is unacceptable to me as an American. I think there are a lot of other Americans who feel this way. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres Américains qui ressentent la même chose. Ce n'est plus une minorité. Donc, les Israéliens qui pensent qu'il n'y a pas de côté négatif à tout cela, au-delà de ce qui se passe déjà, ce qui est bien sûr déjà suffisamment négatif, doivent réfléchir à ce que sera l'avenir, car sans les dizaines de milliards de dollars de soutien à ce pays, il ne pourra pas continuer à survivre et à prospérer comme il l'a fait jusqu'à présent. Je pense que de grands changements vont se produire dans les années à venir. Cela ne se fera pas instantanément, mais la réaction des citoyens américains en ce moment est en train de basculer très fortement contre ce qui se passe en Asie du Sud-Ouest. Très fortement. Certains sondages montrent que 70% des Américains sont contre cette guerre. Ils ne sont pas tous ouvertement opposés, ou ils hésitent, mais quand seulement 25 ou 30% de vos concitoyens soutiennent la guerre, dont 15%, bien sûr, appartiennent à ces sectes chrétiennes extrémistes qui pensent que la fin du monde se produira en Israël, il ne reste qu'un très petit pourcentage de personnes parmi les Américains réfléchis. Ma plus grande inquiétude en ce moment, c'est qu'à mesure que le balancier oscille, et il oscillera, il est en train d'osciller, les gens agissent de manière sensée, sans aller trop loin dans la mauvaise direction. Ce serait trop simpliste, trop unidimensionnel. Mais il ne faut pas que les gens fassent des choses contre-productives pour instaurer la paix et la stabilité en Asie du Sud-Ouest. Je pense que le public américain évolue dans cette direction et nous allons assister à d'importants changements. La question est de savoir si l'establishment politique américain est prêt à mettre en œuvre ces changements. Je pense surtout aux jeunes démocrates, car l'ancien establishment démocrate doit être écarté. Ainsi qu'aux républicains, les personnes décentes et honnêtes qui ont été choquées et se sont détournées de ce que Trump et le Parti républicain sont devenus. Il y a beaucoup de républicains qui sont très respectables. Ils sont conservateurs sur le plan politique, et c'est très bien. Je n'ai aucun problème avec cela. Ces personnes doivent aussi reprendre le contrôle de leur parti. Et il faut qu'il y ait un effort collectif pour amener les États-Unis vers une configuration plus stable où ils ne représentent pas une menace aussi grande pour le monde entier.
Parce que les États-Unis constituent cette menace, lorsque nous fournissons aveuglément à Israël les moyens de faire ce qu'il fait, nous faisons partie du problème, il n'y a aucun doute là-dessus. Bref, voilà ma réaction à la question de Netanyahou. Il doit être arrêté. Il doit être évincé du pouvoir. Ce sont les Israéliens qui doivent le faire. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne connais pas le terrain politique. Israël est en grande difficulté. Il y a dans le pays une composante religieuse extrémiste. C'est un problème depuis longtemps. C'est désormais devenu un problème si grave qu'il a pris le dessus, et les forces nécessaires pour reprendre le contrôle du pays sont largement réprimées à ce stade. Et je ne sais pas si les choses peuvent basculer dans l'autre sens. Je ne comprends tout simplement pas assez bien le paysage politique en Israël. Mais si cela ne se produit pas en Israël, cela doit venir de l'extérieur. Et les États-Unis sont l'acteur extérieur qui peut et doit le faire. En tant qu'Américain, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela se réalise. Oui, Ted, en ce qui concerne la guerre sur le plan militaire, en regardant ce qui s'est passé jusqu'à présent, et en voyant cette sorte de volonté de la part de Netanyahou de poursuivre la guerre, qu'est-ce qui se passe dans son esprit sur le plan militaire? Parce que jusqu'à présent, nous avons vu les dernières photos et vidéos publiées. Ils utilisent des intercepteurs produits en 2026, cette année. Alors, à quoi se prépare-t-il? Que se passe-t-il en termes d'opérations militaires et d'opérations militaires stratégiques contre le Hezbollah? S'il comprend la situation militaire, et je ne vois pas comment il ne le ferait pas, mais je sais qu'il y a... Je connais des Israéliens qui comptent la situation. Lorsque j'ai participé à la révélation de la fraude du Patriot pendant la guerre de 1991, j'ai ensuite rencontré un très grand nombre de militaires israéliens de tout premier ordre. Je ne comprends pas très bien pourquoi les Israéliens s'intéressaient autant à moi, car de mon point de vue, c'était plutôt une affaire américaine. Mais j'ai rencontré un grand nombre de personnes très compétentes et vraiment remarquables. Et je sais que ces gens comprennent la situation militaire lorsqu'ils la voient. Ils doivent comprendre que la situation militaire d'Israël est désespérée. Le Hezbollah s'est reconstitué au Liban et utilise désormais une quantité considérable de technologie de drones. Ils ont adopté cette technologie à des fins de combat. Ils ont détruit de nombreux chars Merkava. C'est un char fantastique. Le Merkava est une pièce de technologie vraiment impressionnante. Ils sont détruits un peu partout. On ne peut pas faire ce que les Israéliens ont fait par le passé et perdre tous ces chars. Et on ne peut pas non plus laisser les forces de défense israéliennes subir des pertes. Israël est comme les États-Unis. Les États-Unis sont très sensibles aux pertes humaines. Dans un endroit comme le Liban, où il existe une organisation comme le Hezbollah, je ne dirais pas qu'ils accordent moins de valeur à la vie humaine. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais ils mènent un combat qu'ils perçoivent comme une lutte pour leur survie. Et ils ont raison. C'est bien une lutte pour la survie. Quand on est engagé dans une lutte pour la survie, on est prêt à accepter beaucoup plus de pertes qu'on ne le ferait autrement. Et c'est ce que nous constatons. De plus, ils viennent bien sûr d'une culture islamique où le martyr occupe une place particulière. Alors, si cet aspect est exagéré. Vous savez, il se trouve que, par hasard, j'ai beaucoup d'amis musulmans. Mais je ne prétends pas bien comprendre cette culture, car ces amis sont, vous savez, un groupe présélectionné par hasard. Pourtant, si l'on parle de culture chrétienne ou juive,
le fait d'être martyr est également considéré comme approprié dans certaines circonstances. Quand les Israéliens parlent de se battre jusqu'à la dernière personne pour leur survie, ils le pensent vraiment. Mais ils ne se battent pas jusqu'à la dernière personne pour leur survie à ce moment-là. Ils sortent et tuent des gens, en grande partie innocents, qui veulent simplement qu'on les laisse tranquilles. Et il y a beaucoup d'Israéliens qui ne sont pas prêts à risquer leur vie pour cela. Si j'étais en Israël, je ferais tout ce que je pourrais pour éviter d'être envoyé au combat. Vous savez, je serais prêt à me battre et à mourir pour mon pays, mais je ne suis pas prêt à me battre et à mourir pour tuer des gens qui n'ont rien à voir avec tout ça, qui ne représentent aucune menace pour mon pays. Et ils rencontrent beaucoup de problèmes. Ils rappellent des gens, et beaucoup ne se présentent pas. C'était impensable dans l'Israël que j'ai connu il y a des décennies. On ne manquait jamais un appel, on se présentait toujours. Mais on ne tirerait jamais sur un enfant. Vous savez, c'était aussi vrai à cette époque. Quelque chose a changé, et c'est aux sociologues et aux anthropologues d'étudier cela à l'avenir et de l'expliquer. Mais quoi qu'il en soit, c'est clairement la situation actuelle, et il faut y remédier. Je pense que cela devra venir de l'extérieur pour le moment. Cela devra venir des États-Unis. C'est là que je concentre mon attention. Mais ce type, Netanyahou, je ne pense pas qu'il sache ce qu'il fait. Je crois que si l'on pouvait vraiment entrer dans sa tête, on verrait qu'il ne se soucie pas d'Israël. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un qui suit les politiques qu'il suit et qui comprend à quelque niveau que ce soit ce qu'il fait à Israël, puisse se soucier de son pays. C'est juste, vous savez, comme Adolf Hitler transformant l'Allemagne en cimetière. Vous savez, l'Allemagne était un pays très puissant pendant la Seconde Guerre mondiale, mais Hitler a transformé l'Allemagne en cimetière. Et c'est ce que fait Netanyahou, il transforme Israël en cimetière. Et vous savez, cela m'horrifie, mais la seule chose que je sais faire, c'est essayer d'influencer les politiques américaines, parce que nous sommes les complices de tout cela en le laissant se produire. Alors, quand les démocrates commencent à se plaindre de Trump, je leur dis, eh bien, regardez ce que Biden a fait. Vous savez, Biden, la première chose qui aurait dû se passer après cet événement terrible d'octobre 2023, c'est qu'il aurait dû aller là-bas et dire « Vous ne pouvez pas répondre de la manière dont vous parlez de répondre. Vous ne pouvez pas aller là-bas et tuer tous ces innocents. C'est une chose terrible, il faut y faire face. Mais vous ne pouvez pas aller commettre le même genre d'acte meurtrier et génocidaire que celui dont vous avez été victime. Et d'ailleurs, beaucoup des vôtres ont tué de nombreux Israéliens. Et il vaudrait mieux que vous regardiez cela aussi, car nombre des Israéliens tués lors de l'incursion d'octobre 2023 l'ont été par les forces israéliennes tirant sans discernement sur des personnes qui avaient été faites prisonnières. Ce n'était donc pas une situation simple. Nous ne connaissons pas tous les détails, mais nous en connaissons certains. Nous savons que les forces de défense israéliennes ont joué un rôle important dans la mort de citoyens israéliens, en plus du Hamas. Personne n'en parle. Tout cela fait partie de cette campagne de désinformation qui cherche à justifier les politiques incroyablement brutales du gouvernement israélien actuel en rejetant la faute sur tout le monde. Cela ne me convainc pas, ni beaucoup d'autres Américains qui observent la situation. Il faut faire quelque chose, mais malheureusement, cela prendra du temps. Mais j'espère que cela va se produire. Nous verrons bien. Beaucoup de morts malheureuses qui n'auraient pas dû avoir lieu vont continuer jusqu'à ce que cette situation soit maîtrisée. Mais Netanyahou,
il faut le considérer en termes de comportement comme très semblable à Hitler. Je veux être clair sur ce que je dis ici. Quand les gens réagissent à mes propos, je veux être très clair sur ce que je veux dire. Hitler ne montrait aucun souci du bien-être du peuple allemand. Il a tué des Allemands, autant que n'importe qui d'autre. C'est lui qui a provoqué la catastrophe en Allemagne. Il a été aidé par beaucoup de gens, tout comme Netanyahou est aidé par beaucoup de gens. Mais le jugement moral sur la manière dont Hitler s'est comporté et sur qui il était s'applique tout aussi bien à Netanyahou qu'à Adolf Hitler. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et si quelqu'un veut en débattre avec moi, je suis tout à fait disposé à avoir cette discussion. Je ne me contente pas de l'insulter. Je parle de comportement moral et de loyauté envers son propre peuple. Il a montré qu'il ne soucie pas du bien-être de son propre peuple, ni de son propre État. Et quelqu'un en Israël devrait faire quelque chose à ce sujet. Ted, en regardant les chiffres sur le champ de bataille, l'équipement, les drones, la manière dont cette guerre se déroule, que pouvez-vous nous dire sur la situation? Eh bien, je pense que la situation d'Israël par rapport à l'Iran va continuer à se détériorer. Et il y a plusieurs raisons à cela. Je peux parler un peu des questions technologiques et j'aimerais le faire. C'est pertinent dans la mesure où cela permet de donner au public une base de compréhension. Ce n'est pas directement lié à la situation actuelle, mais cela l'éclaire, donc il est important d'y réfléchir. Alors si nous passons aux diapositives, par exemple, pourquoi ne pas prendre la diapositive 2 pour tout le monde, vous voyez? C'est quelque chose de très intéressant. Il y a eu une gestion extraordinairement mauvaise par Israël de ses défenses aériennes. Passons à la diapositive suivante, je vais vous montrer cela. Cette diapositive, sur votre PDF, vous voudrez peut-être cliquer sur l'écran du PDF pour voir si vous l'obtenez. Elle n'apparaît pas clairement, peu importe ce que vous avez. Très bien. Il s'agit d'une photo en accéléré des intercepteurs du dôme de fer tirés dans les airs. Vous pouvez voir des dizaines d'intercepteurs. Ce que vous voyez ici, c'est la caméra, une caméra photographique dont l'obturateur reste ouvert pendant environ 10 ou 15 secondes. Lorsque le moteur fusée propulse l'intercepteur le long de sa trajectoire, il produit un point lumineux. Si vous preniez des photos instantanées, vous ne verriez qu'un point de lumière. Mais comme ce point se déplace, il trace une ligne. Ainsi, les lignes que vous voyez sont les traînées des intercepteurs qui s'élèvent. Le point lumineux, en se déplaçant, produit une ligne qui montre le mouvement de l'intercepteur. Maintenant, vous voyez ces intercepteurs grimper, puis se diriger vers le bas. Ils ne devraient jamais se diriger vers le bas. La seule façon d'avoir une chance d'intercepter un missile balistique est de voler le long de la trajectoire prévue. Ainsi, à la fin de presque toutes ces lignes, on voit de petits points lumineux. Ces points lumineux sont les ogives des intercepteurs du dôme de fer, de petites ogives qui explosent. Mais il n'y a aucune cible sur laquelle elles puissent exploser. Ce sont donc les intercepteurs qui montent et explosent simplement dans les airs, probablement parce que le système cherche à les détruire pour éviter qu'un intercepteur entier ne retombe au sol. Les dégâts au sol sont ainsi réduits, bien qu'ils restent importants. Or, cela n'aurait jamais dû se produire, car ces intercepteurs n'ont aucune capacité contre les missiles balistiques, mais ils sont très efficaces contre les drones et les missiles de croisière. Cela montre donc que les opérations de défense aérienne gaspillaient des intercepteurs contre des cibles qu'elles n'avaient absolument aucune chance d'atteindre. Zéro chance de les atteindre. Au lieu de cela, elles auraient pu conserver ces intercepteurs
pour les attaques de drones qui ont lieu actuellement. Ce genre de mauvaise gestion des défenses aériennes est ce que je trouve stupéfiant. Et si je dis cela, c'est parce que beaucoup des personnes que j'ai connues au fil des décennies en Israël sont incroyablement compétentes. Des gens qui ont travaillé sur les défenses aériennes. Je sais à quel point ils sont intelligents, donc je ne comprends pas. J'ai eu une discussion avec un ami à moi et il n'a pas pu me l'expliquer. Il m'a dit « Je ne fais plus partie des opérations en ce moment ». Mais il dit « Je suis d'accord avec vous. Je n'en ai aucune idée. Je ne comprends pas. » Donc ils ont abandonné ces intercepteurs et c'est un vrai problème auquel les Israéliens sont confrontés aujourd'hui. La diapositive suivante montre un autre problème qu'ils auraient dû anticiper, mais qu'ils ne l'ont pas fait. Elle présente plusieurs images tirées d'une vidéo de l'un de ces missiles balistiques Alpha Tau entrant dans l'atmosphère à une vitesse fantastique. La vitesse de cette ogive est probablement de Mach 10 ou 11, voire plus. Maintenant, la raison pour laquelle la vitesse est si élevée, si vous regardez attentivement, observons l'encadré en haut à gauche. Tu vois quelque chose à droite du sentier principal. C'est un reflet sur l'objectif de la caméra. Ce n'est pas réel. C'est juste un artefact, un reflet provenant de la partie brillante de la traînée de condensation à gauche. On peut voir que l'avant du sillage de condensation est beaucoup plus lumineux que le reste. C'est parce qu'un moteur fusée propulse l'ogive vers l'avant contre la traînée aérodynamique. Sinon, l'ogive ralentirait normalement. On s'attendrait à ce qu'elle tombe à environ 1,5 fois ou 2 km par seconde si l'on faisait le calcul de la traînée. Mais le moteur fusée maintient une vitesse élevée, de sorte qu'au moment de l'impact au sol, elle se déplace encore à Mach 10 ou plus. Maintenant, si vous regardez la dernière diapositive en bas à droite, vous pouvez voir l'éclair lumineux de la détonation et le ciel est bleu. Et la raison pour laquelle le ciel est bleu, c'est que l'énergie au point de détonation est si élevée que la température dépasse celle que l'on observe habituellement lors d'une explosion. Si l'on regarde la plupart des explosions au sol, lorsqu'il n'y a pas cette ogive extrêmement énergétique, la couleur tend à être rouge ou jaune, ce qui indique une température plus basse au pic de la libération d'énergie explosive. Celle-ci est plus élevée car l'énergie cinétique de l'impact apporte autant d'énergie que l'équivalent de son poids en explosif puissant. Ainsi, même s'il n'y avait aucun explosif dans cette ogive, elle posséderait tout de même l'énergie explosive de son poids en TNT, mais elle contient en plus du TNT, un explosif puissant. Vous avez donc une densité explosive 2 fois supérieure à celle que vous obtiendriez avec seulement du TNT ou uniquement l'impact cinétique. Cela provoque une explosion beaucoup plus violente qui cause bien plus de dégâts au point visé, au point cible. Lorsque vous observez certaines zones de destruction, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de les inclure ici, vous pouvez voir les effets de ces explosifs beaucoup plus énergétiques. Ils infligent d'énormes dégâts à des bâtiments très fortement renforcés. Mais ces deux effets, qui se sont produits pendant une grande partie de la guerre, au cours des 40 jours de ce conflit, ont entraîné l'épuisement des intercepteurs. Si nous regardons la diapositive suivante, elle provient d'un rapport de l'Institut royal des services unis publié à la fin du mois de mars. Donc en gros, il y a 1 semaine et demie. C'est leur estimation, fondée sur leur meilleure hypothèse, quant à la vitesse à laquelle les intercepteurs sont utilisés. Vous pouvez voir, en regardant la dernière colonne, qu'il prévoit que tous les intercepteurs du dôme de fer seraient épuisés d'ici la fin avril, ou peut-être en mai. Ce n'est pas exact, j'en suis sûr.
Je pense que nous sommes déjà presque à court d'intercepteurs du dôme de fer, et nous sommes également presque à court de missiles RR pouvant être tirés depuis des avions contre des drones. Voici donc les missiles qui pourraient être utilisés contre les drones. La capacité d'intercepter des missiles balistiques est quasiment nulle, peu importe ce qu'il reste. En d'autres termes, les systèmes Arrow 2, Arrow 3, David Sling et THAAD ont un taux d'interception très faible contre les missiles balistiques. Ils ont toujours eu un faible taux d'interception. Ce que l'on observe donc, d'après les informations dont on dispose, sans certitude absolue, mais à peu près, c'est un épuisement des défenses aériennes contre les drones et une incapacité persistante à abattre les missiles balistiques. Et les missiles balistiques sont encore plus difficiles à atteindre et causent davantage de dégâts lorsqu'ils touchent le sol. Ils atteignent le sol à un rythme de tir plus élevé et avec une efficacité accrue. Le pourcentage de missiles lancés qui atteignent le sol est bien plus important, non seulement parce que les taux d'interception sont faibles, mais aussi parce que les missiles eux-mêmes sont plus fiables. Leurs caractéristiques techniques les rendent plus stables lors de la rentrée atmosphérique, de sorte que les ogives explosent presque toujours, ce qui n'était pas toujours le cas auparavant. Autrefois, les Iraniens tiraient des missiles plus anciens, dont les ogives tombaient parfois en vrille, se désintégraient ou n'explosaient pas. La situation à laquelle nous sommes maintenant confrontés est résumée dans la diapositive suivante. Et par nous, j'entends les Israéliens et les Américains. Tout d'abord, ils ont mal géré leur système de défense dôme de fer. Et c'est grave, car le dôme de fer est très efficace pour abattre les drones. Mais ils ont utilisé la plupart de leurs intercepteurs et ils seront bientôt à court de couverture du dôme de fer contre les drones. Et les drones posent de très, très gros problèmes, comme je l'ai expliqué. À présent, des données de reconnaissance satellitaire en temps réel et à haute résolution sont disponibles pour l'Iran grâce à la Chine et à la Russie. Les Iraniens disposent donc d'informations sur l'emplacement des unités de défense aérienne que l'on essaye de déplacer, ainsi que sur les radars de défense aérienne. Cela leur permet de cibler ces radars avec leurs drones. Nous avons observé une attaque extrêmement efficace contre les radars de défense antimissiles balistiques au cours des 2 premiers jours de la guerre. Cela a été rendu possible grâce à la reconnaissance stratégique des Chinois et des Russes qui a été fournie aux Iraniens. Les Iraniens, très habilement, et je tiens à le souligner, ont exécuté leur planification militaire de manière remarquablement efficace. Je n'ai trouvé aucune erreur de leur part, contrairement aux Israéliens, dont je ne m'attendais pas à ce qu'ils commettent les types d'erreurs qu'ils ont faites avec leur défense aérienne. Je pense que ce qui s'est passé avec leur défense aérienne, c'est qu'ils ont menti sur les capacités du dôme de fer face aux missiles balistiques et qu'ils sont devenus victimes de leur propre propagande, gaspillant tous ces intercepteurs sur des cibles qui n'avaient aucune chance d'atteindre. Et maintenant, ils n'ont plus d'intercepteurs pour tirer sur des cibles qu'ils auraient réellement une bonne chance d'atteindre. C'était une erreur stratégique d'un niveau non négligeable. Les Iraniens, eux, n'ont commis aucune erreur de ce genre. Ils disposaient de drones extrêmement précis et ont pu les utiliser pour détruire les radars de défense antimissiles balistiques, à la fois extrêmement coûteux et en nombre limité, dont les Américains et les Israéliens disposaient. En particulier, il y avait 4 radars THAAD. J'ai une photo de l'un d'eux plus loin dans la discussion, si nous y arrivons. Et il y avait un immense radar au Qatar, essentiel pour la défense globale d'Israël contre les missiles balistiques.
Et ce gigantesque radar était crucial, car il pouvait détecter pratiquement tout ce qui était lancé depuis l'Iran dès le moment du tir, puis indiquer au radar THAAD, plus petit et moins performant, où chercher les missiles balistiques entrants. Ces radars pouvaient ensuite gérer les intercepteurs défensifs, les intercepteurs THAAD, Arrow 1, Arrow 2 et Fronde de David, car les radars utilisés par ces systèmes étaient moins performants en termes de portée et de capacité à suivre un grand nombre d'ogives entrantes. Ainsi, l'Iran a littéralement privé Israël et les États-Unis de cette capacité dès le premier jour de la guerre. Le premier jour, ou peut-être deux. C'était un exploit remarquable. Je ne m'y attendais pas. Vraiment pas. Je veux dire, je savais que les drones allaient poser un problème pour les Américains et les Israéliens, mais je ne m'attendais pas à un tel niveau de précision dans la localisation de cibles aussi importantes. En d'autres termes, les satellites ont fourni aux Iraniens des données essentielles sur l'emplacement exact de ces radars, dont presque tous auraient pu être déplacés, à l'exception du grand radar au Qatar. Et cela a permis aux Iraniens de les cibler avec des drones. Et ils l'ont fait très rapidement. Ce que je ne sais pas, mais dont je suis presque certain, c'est combien de radars de défense aérienne plus petits ont également été détruits, car les Iraniens ont obtenu des informations sur ces radars-là aussi. Ce n'est pas aussi sûr, cependant, car les radars plus petits sont plus difficiles à localiser. Mais ils peuvent tout de même être repérés avec une certaine efficacité par les satellites de reconnaissance chinois et russes. Et ces radars sont certainement eux aussi en train d'être détruits. Et vous savez que cela doit être le cas, car les défenses aériennes des bases américaines dans le Golfe Persique ont à peine fonctionné. On voit des vidéos de ces drones qui arrivent sans qu'aucun intercepteur ne soit tiré contre eux. Cela peut simplement venir du fait que les Américains ont épuisé leurs intercepteurs, ce qui bien sûr représente une incroyable négligence de leur part. Et l'autre explication pourrait très bien être que les radars guidant ces intercepteurs n'existent plus. Ils ont été détruits ou endommagés. Ainsi, les pertes croissantes de tous ces radars de défense aérienne vont se poursuivre à mesure que la guerre avance. À mesure que la guerre se poursuit, les drones iraniens auront de plus en plus de facilité à s'en prendre aux cibles critiques détenues par les Américains et les Israéliens. Les drones n'ont pas une ogive aussi puissante que celle des missiles balistiques. Une ogive de missile balistique peut peser 1 tonne, tandis qu'un drone ne transporte qu'une ogive d'environ 1/10 de tonne. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir 10 ogives de 100 kg si l'on dispose de la précision nécessaire. Si l'on veut faire s'effondrer un bâtiment, une ogive de 100 kg suffit largement, à condition de pouvoir la placer à quelques mètres près. Ainsi, le fait que les drones aient des ogives plus petites ne signifie pas qu'ils ne puissent pas infliger des dégâts considérables. De plus, bien sûr, le nombre de drones que l'on peut déployer contre des cibles d'intérêt est énorme. Des milliers, voire des dizaines de milliers de ces drones. Et nous savons que les Iraniens peuvent continuer à en produire et qu'ils seront impossibles à arrêter. Donc si nous regardons la diapositive 7, je peux commencer à vous montrer comment, même s'ils parviennent à préserver les radars, il sera presque impossible d'arrêter les drones. C'est un autre facteur. Je ne dis pas seulement que les drones seront plus capables de causer des dégâts grâce à leur grande précision, mais aussi parce que l'Iran dispose de données provenant de la Chine et de la Russie qui lui permettent de localiser les cibles. Ainsi, ils peuvent repérer les cibles et les frapper. Mais même lorsque certains radars sont préservés, ces radars ne seront pas capables de détecter les drones,
car ceux-ci sont de plus en plus capables de voler très bas. Et lorsqu'ils volent aussi bas, ils se trouvent dans ce qu'on appelle le brouillage du sol. Par exemple, lorsqu'on parle des AWACS, les avions du système de détection et de commandement aéroporté, ceux-ci n'ont qu'une capacité très limitée contre les drones. Ils ont déjà détruit au moins un AWACS au sol, et il y en aura probablement d'autres détruits avec le temps. Mais il restera tout de même quelques radars de détection et de commandement aéroportés en fonctionnement. Bien sûr, ils ne peuvent pas fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je pense qu'il en reste peut-être 5 ou 6 actuellement. Ainsi, on peut les engager sur une mission de 12 heures, ce qui signifie qu'il faut peut-être 3 avions pour en maintenir 2 en vol 24 heures sur 24, car il faut du temps pour les ravitailler et les réparer. Donc oui, ils disposent bien de systèmes de détection et de contrôle aéroportés. Mais si l'on regarde la diapositive suivante, on peut voir pourquoi ces systèmes ont des capacités très limitées. Tout d'abord, la Terre est ronde, et il existe 2 phénomènes extrêmement importants. Si l'on regarde à gauche, on voit un radar, une icône représentant une antenne radar, et le radar regarde droit devant lui. Il y a une zone d'ombre parce que la Terre est courbée, et sous cette courbure se trouve une région que le radar ne peut pas voir. Cette zone d'ombre peut s'étendre sur plusieurs dizaines de kilomètres. En fait, elle peut atteindre environ 100 km si la plateforme radar est en vol, comme dans le cas d'un système de détection et de contrôle aéroporté. Mais remarquez qu'il y a une zone appelée la zone d'encombrement. Et cette zone d'encombrement s'étend en réalité sur une assez grande distance, rendant pratiquement impossible de voir les drones. Je vais expliquer très brièvement ce qu'est l'encombrement, car c'est un élément très important. L'encombrement dissimule le drone et le rend, même lorsque le radar a une ligne de visée sur lui, impossible à détecter. Donc si nous passons à la diapositive 9, la suivante. Si nous avons un avion volant à haute altitude, nous pouvons potentiellement voir les cibles et avoir une ligne de visée sur elles, même à 50 ou 100 km de distance. Mais c'est trompeur, car si nous passons à la diapositive suivante, nous voyons le problème de l'encombrement. C'est moi qui ai fait ça. D'accord. La diapositive suivante montre la réflectivité radar réelle d'un drone. Si l'on regarde dans le coin supérieur gauche, on peut voir la section efficace radar d'un insecte, environ 1 millième de mètre carré. Celle juste en dessous et à gauche, revenez un peu, voilà, montre la section efficace radar d'un drone. Sur la partie gauche au milieu, il y a une icône représentant un drone, et à droite, on voit que sa section efficace radar est d'environ 1/100e de mètre carré. C'est vraiment très petit. Pour se rendre compte à quel point c'est petit, regardez sous la section efficace radar du drone. Celle d'un oiseau est comparable. Alors, comment faire la différence entre un oiseau et un drone? Vous voyez, c'est un vrai problème. Il se trouve qu'il existe une technologie pour faire cela, mais cette technologie est limitée dans sa précision. En résumé, on ne peut pas faire la différence, on ne voit pas le drone dans le brouillage. Je vais expliquer ce qu'est le brouillage, afin que votre public en ait une idée générale. La raison pour laquelle c'est important, c'est que cela signifie essentiellement que même avec des avions équipés de radars, ces avions ne pourront pas contribuer à un système d'alerte de défense aérienne contre ces drones. Bien sûr, on finira aussi par manquer d'intercepteurs. Donc, même si vous en avez quelques-uns, le système basé sur le radar ne pourra pas les guider, car il faut toujours un radar pour la défense aérienne, et ces radars sont en train d'être détruits. Donc, si nous passons à la diapositive suivante, nous voyons une illustration de ce qu'est l'encombrement. Imaginez que vous êtes dans un avion, regardant la surface de la Terre,
et que vous éclairez une portion de celle-ci. Maintenant, imaginez que cette surface agit comme un miroir parfait. Dans ce cas, vous ne verriez aucun signal réfléchi rétrodiffusé. Ainsi, s'il y avait une réflexion radar provenant d'un drone, vous recevriez ce signal. Il serait très faible, car la section efficace radar est très petite, mais vous ne recevriez pas de signal concurrent provenant du sol illuminé. À la place, pensez à une lampe de poche. Imaginez que vous êtes dans un espace ouvert et que vous dirigez la lampe de poche vers un miroir sous un certain angle. Vous ne verriez aucune réflexion provenant du miroir. Donc, si vous voyez un insecte voler au-dessus du miroir, vous pourriez réellement le voir. Vous verriez l'insecte au-dessus de cette surface noire, car vous ne voyez pas votre propre reflet. Mais imaginez que la surface soit composée d'arbres, de montagnes, de collines ondulantes ou d'herbes. Dans ce cas, vous observez un grand signal réfléchi, car vous éclairez une zone très vaste comparée à celle que vous éclairez lorsque vous regardez le drone. Le drone va donc se retrouver dissimulé dans le fouillis. Et ce fouillis provient de toutes sortes de sources. Le grand problème n'est pas seulement de détecter une cible à faible section radar, ce qui est déjà un énorme défi en soi, mais aussi de la distinguer des signaux réfléchis parasites provenant d'autres sources. Si nous passons à la diapositive suivante, nous voyons qu'il existe toutes sortes de contributions au fouillis. Il y a le fouillis météorologique, la pluie, le soiling de sol. Si vous regardez le dessin à droite et en dessous, vous voyez un avion dans une zone d'ombre. Cette ombre peut être causée non seulement par la courbure de la Terre, mais aussi par des objets situés entre le radar et la cible, montagnes, arbres, etc. Tout cela limite votre capacité à détecter les cibles. Si je passe aux 2 diapositives suivantes, vous pouvez voir que celle-ci montre simplement des oiseaux, des arbres et d'autres éléments produisant des signaux faux ou parasites. Puis sur la diapositive suivante, vous pouvez voir une zone de détection radar. Si vous regardez près du radar, il y a toutes sortes de brouillages provenant des bâtiments, des arbres, et ainsi de suite. Plus loin, si vous regardez dans le coin supérieur droit, vous pouvez avoir de la pluie, des nuages et des échos provenant des bâtiments. Vous savez, parce qu'il peut y avoir un ensemble de bâtiments dans certaines zones qui créent un écho. Vous pouvez voir qu'on appelle cela un pic urbain. Ainsi, lorsque les Iraniens ont attaqué le champ pétrolier d'Abqaiq en Arabie Saoudite, les drones sont arrivés. Dans ce cas, ce n'étaient pas des drones, mais des missiles de croisière. Ils sont passés au-dessus des bâtiments. Donc vous avez ces bâtiments, et j'ai ce drone, voici le drone, et il reflète une très petite quantité de signal radio, tandis que le bâtiment reflète un signal radio énorme. J'essaye donc de repérer ce drone, un petit signal provenant du drone, face à la réflexion radar du bâtiment. Permettez-moi de vous donner une idée très simplifiée de la façon dont le radar essaye de détecter le drone. On utilise ici des technologies radio très sophistiquées. Si nous passons à la diapositive 16, nous voyons une représentation de la manière dont le radar tente de le repérer. Le signal est extrêmement puissant. Le radar, représenté en bleu, envoie un signal pour essayer de détecter un drone volant à basse altitude. La seule chose qui distingue la réflexion du drone de celle du sol, c'est que le drone se déplace vers le radar. Le signal réfléchi, représenté en vert, a une fréquence légèrement plus élevée que celle du signal provenant du sol, qui est lui-même très fort. Le signal traité, représenté ici en rouge, est celui où je mélange intentionnellement le signal que je reçois avec le signal à basse altitude provenant de la cible. Et ce que j'obtiens, c'est une fréquence de battement qui est montrée ici. Si je passe à la diapositive suivante, je connais la fréquence du signal. Pour un drone,
le décalage de fréquence sera d'environ 300 Hz. Mais la fréquence du radar se situe dans la gamme des gigahertz, 1 milliard de Hertz. Donc j'ai besoin d'un contrôle de fréquence extrêmement stable. Si la fréquence du radar dérive ne serait-ce que de quelques centaines de Hertz, je ne pourrais pas voir cette fréquence de battement de 300 Hz. Je verrais toujours une fréquence de battement, mais elle proviendrait simplement de l'oscillation propre du radar. Vous pouvez donc voir à quel point le signal principal du radar doit être contrôlé avec précision. Sur la diapositive suivante, j'ai montré les fréquences de battement correspondant à des variations de fréquence d'1 et de 2 Hz. Donc, si j'ai une variation d'1 Hz dans la fréquence, j'obtiens une fréquence de battement de 1 Hz, ce serait 100 Hz dans ce cas. Et si c'est 2 Hz, vous pouvez voir que j'obtiens une fréquence de battement 2 fois plus élevée. Dans la diapositive suivante, je montre que les fréquences de battement sont les mêmes, même si j'utilise, dans ce cas, une fréquence 2 fois plus grande. Ainsi, quelle que soit la fréquence du radar, j'obtiens la même fréquence de battement. Le problème, c'est que si j'utilise un radar à fréquence plus élevée, comme un radar en bande X, qui est un radar typique que je voudrais utiliser pour un suivi de haute précision, alors la fréquence du radar est 10 fois plus élevée. Cela signifie que je dois contrôler la fréquence de base avec une précision 10 fois supérieure. Ainsi, le résultat net est que, lorsque j'examine le problème du contrôle de la fréquence du radar, et aussi les changements de fréquence dus au fait qu'il s'agit d'un radar aéroporté, il y a une variation de la fréquence du fouillis au sol causée par le mouvement de l'appareil. J'ai également des méthodes pour contrôler cela. Mais il s'avère que je ne parviens tout simplement pas à détecter ces cibles volant à basse altitude et ayant une très faible section radar. J'ai donc maintenant le problème des drones capables de se diriger vers leurs cibles. Si nous regardons la diapositive 21, oui, la diapositive 21, il s'agit en fait d'un drone américain qui utilise le design iranien, car le design iranien est parfait. L'Iran peut donc revendiquer le mérite d'avoir conçu le drone parfait que tout le monde utilise. C'est un Shahed. Je l'avais mal identifié. La version Gen 2 est un drone russe qui, en tant que cellule, ressemble exactement au modèle iranien d'origine. Le drone Shahed est le drone iranien original, et celui-ci est une conception américaine qui utilise la même cellule iranienne. Ainsi, l'Iran est l'inventeur du drone kamikaze qui sème actuellement le chaos aux États-Unis et en Israël, et qui conduit à faire de l'Iran la puissance militaire dominante dans la guerre actuelle. L'influence militaire dominante de l'Iran s'explique aujourd'hui par plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz, ce qui lui donne une emprise sur l'économie mondiale, y compris sur l'économie américaine et celle d'autres États à travers le monde. Ainsi, l'Iran a pu fournir du pétrole de manière préférentielle aux pays qu'il considère comme non hostiles, pas nécessairement favorables, mais simplement non hostiles. L'Iran a très intelligemment réfléchi à cette idée. Nous n'allons pas l'interdire à tout le monde. Si vous n'êtes pas hostile envers nous, nous vous laissons l'accès. Et d'ailleurs, même les États-Unis reconnaissent que le pétrole iranien est essentiel pour éviter l'effondrement de l'économie mondiale. Aujourd'hui, l'Iran vend donc son pétrole, non plus au tarif réduit de $45 le baril, car le pétrole iranien était sanctionné par les États-Unis, mais à $120 le baril. L'Iran engrange des sommes considérables. C'est presque comique que les Américains aient désormais levé les sanctions sur le pétrole iranien. Donc, tout à coup, les Iraniens obtiennent le plein prix pour leur pétrole grâce à leur contrôle du détroit d'Ormuz. Et bien sûr, ils sont en mesure de fournir du pétrole à des États non hostiles.
C'est une situation extrêmement favorable pour l'Iran dans cette guerre. Le prochain problème qu'il rencontre concerne ses missiles balistiques, qui causent beaucoup plus de dégâts par impact qu'auparavant. Et le problème suivant est que l'Iran dispose d'informations précises sur les cibles. Une partie de ces informations précises pourrait provenir d'autres sources. Revenons à la diapositive 22. Elle provient de l'attaque initiale de septembre 2019 que l'Iran a menée contre les champs pétrolifères d'Abqaiq en Arabie Saoudite. En bas de ce schéma, j'ai montré une photographie satellite de l'un de ces réservoirs de traitement du pétrole. Et remarquez que ce que montre la photographie satellite, ce sont les trous dans le réservoir de traitement du pétrole, produits par les missiles de croisière iraniens qui ont frappé ces réservoirs. La précision de ces impacts se mesure à quelques mètres près. C'est incroyable à quel point les missiles de croisière iraniens ont pu atteindre ces réservoirs de traitement avec une telle exactitude. Eh bien, je ne sais pas exactement quelle technologie spécifique les Iraniens ont utilisée, mais je peux vous proposer une hypothèse. Si vous regardez la diapositive suivante, ce que les Iraniens auraient pu faire, c'est prendre une photographie satellite de ces réservoirs. En d'autres termes, ils n'avaient pas besoin d'aide de la Chine ou de la Russie. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était d'une photographie commerciale de ces réservoirs. Et dans le coin supérieur gauche ici, ce qu'avait fait ça du Kuwait, toi donc là. Les missiles de croisière disposent d'une image de ce qu'ils recherchent. Voici l'image, c'est ma main. Ce que j'ai, c'est donc l'image. Et ce que je fais, c'est croiser cette image avec celle de ma main. Je le fais électroniquement. Ainsi, lorsque je les aligne correctement, toute la lumière passe à travers. Aucune lumière ne passe lorsqu'elles ne sont pas bien alignées. Vous voyez ces trois pics, c'est une simulation que j'ai réellement réalisée. C'est ma simulation, juste une estimation. Si vous regardez à droite, je vous montre les pics de la corrélation croisée, et dans l'image du bas, je montre ces pics superposés aux cibles. Cela aurait donc pu être fait à l'aide d'images satellites et de corrélations croisées, ce dont nous savons que les Iraniens sont tout à fait capables. Voici un exemple où il ne s'agit pas nécessairement d'un drone guidé par ce qu'on appelle un guidage en première personne. En d'autres termes, il ne s'agit pas nécessairement d'un opérateur de drone assis à distance, recevant un signal télévisé du drone et le guidant vers la cible. Il pourrait simplement s'agir d'un drone entièrement robotisé. Il sait déjà où aller avant même d'ouvrir les yeux, de prendre une photo de ce qui se trouve devant lui et de comparer cette photo avec la cible. On comprend donc à quel point ces drones peuvent devenir problématiques, car j'ai désormais la possibilité d'effectuer un guidage en temps réel. J'en parlerai, enfin peut-être dans la prochaine partie puisque nous y arrivons. Mais l'idée la plus simple, conceptuellement, est que je dispose d'un drone et que je regarde à travers une caméra vidéo, ce qui signifie que le drone doit m'envoyer une image vidéo en retour. Je peux être à des milliers de kilomètres, et alors je dois envoyer les signaux au drone. Mais je n'ai pas besoin de le faire dans ce cas précis. Donc maintenant, l'Iran, les indications sont, du moins pour moi, que l'Iran dispose de drones capables de faire une corrélation croisée avec des images des cibles, ainsi que de drones pouvant se diriger directement vers les signaux provenant des caméras de télévision à l'intérieur des drones. C'est une grande innovation. Peut-être devrais-je m'arrêter ici, et je pourrais parler une autre fois de la manière dont ils s'y prennent, comment l'Iran fait cela. Mais la disponibilité du système Starlink rend désormais possible pour l'Iran d'utiliser des drones pour se diriger en temps réel vers leurs cibles. Alors que se passe-t-il? Ils obtiennent une image de la situation en temps réel. En fait, passons à la diapositive 33
une seconde. Allez à la diapositive 33. Si vous regardez la diapositive 33, Go to slide 33. Yeah. So if you look at slide 33, here's the before and after. So I have an image. voici l'avant where et these l'après. radar domes are. J'ai une image montrant où se trouvent ces dômes radars, ce qui me permet de les détruire de deux manières. Je peux utiliser une image du dôme radar et la corréler avec le drone lorsqu'il approche, comme je l'ai décrit plus tôt, ou je peux simplement me diriger vers le dôme radar à l'aide d'une caméra vidéo. La caméra vidéo peut obtenir ces informations à partir d'un signal Starlink. Laissez-moi vous montrer. Passons à la diapositive 38 et je m'arrêterai après celle-ci. Vous voyez ce carré à droite? C'est un terminal radio Starlink. Passons encore une diapositive. Encore une. One more slide. And here you see this little dog, cute little dog next to Et ici, vous voyez ce petit chien, un adorable petit chien, à côté du système de communication Starlink. Ce système Starlink ne pèse qu'une livre ou deux. One more slide. Passons à la diapositive suivante. Le voilà, dans une boîte que vous pouvez commander. Remarquez que la boîte contient des instructions sur la façon de l'utiliser. Vous pouvez sortir, Nima peut sortir, et il peut en commander un sur Amazon pour environ $250, et vous le recevrez par la poste en quelques jours. Ensuite, vous pouvez le modifier et le fixer à votre drone si vous savez comment utiliser le signal. Après cela, vous pouvez envoyer votre drone à la recherche d'une cible en utilisant les communications du drone via votre connexion satellite Starlink. Communications through your Starlink satellite communication. Now, let's say I'm in the United States. I don't Disons maintenant que je suis aux États-Unis. Je dis, je ne veux pas que Nima utilise ce drone. Eh bien, comment suis-je censé savoir que Nima est en train d'utiliser le drone? Je lui ai simplement vendu un terminal. Le terminal dispose de communications chiffrées, car c'est ainsi qu'on sécurise les signaux pour les personnes qui veulent simplement communiquer normalement. Alors, comment savoir que c'est Nima avec son drone qui vole autour à la recherche de quelque chose à frapper? Je n'ai aucun moyen de désactiver sélectivement le signal du drone pour Nima. Tout ce que je peux faire, c'est couper tous les satellites Starlink qui fonctionnent au-dessus, disons, de la base aérienne. that are functioning over, let's say, the airbase. But if I do that, then I turn off all the Starlink communications that the Mais si je fais ça, je coupe toutes les communications Starlink que la base aérienne utilise. problem is J'ai donc un dilemme. Le problème est très sérieux. Nous voyons maintenant comment les technologies modernes, la technologie de navigation, le GPS, le système chinois Baidu, sont largement disponibles. Ce sont des systèmes de très haute technologie, mais ils sont universellement accessibles. Il n'est pas nécessaire de comprendre le système, ni de savoir le construire soi-même. Il suffit d'avoir accès à son service. Une fois que vous disposez de ce service, ainsi que d'images satellites en temps réel et à haute précision provenant des satellites russes et chinois, vous êtes opérationnel. and Chinese satellites, and you're in business. And you have Russia, who has been Et attacked. vous avez la Russie, American qui a été attaquée avec des armes américaines. Les Américains ont attaqué la Russie par l'intermédiaire de l'Ukraine en donnant à l'Ukraine des missiles pour frapper des cibles russes. Et la Russie a dit aux États-Unis, lorsque ceux-ci ont fait cela, si vous faites cela, nous, à un moment donné, fournirons des informations à quelqu'un d'autre pour vous attaquer. Très bien, vous avez fait cela à Koursk. Vous l'avez fait à l'intérieur de la Russie et vous avez donné aux Ukrainiens toutes ces informations. Vous leur avez fourni des données de surveillance par satellite, des informations de communication et de ciblage afin que les drones puissent attaquer, par exemple, nos bombardiers stratégiques. D'accord, vous voulez jouer à ce jeu? Très bien, parce que nous allons attaquer vos AWACS. Nous allons faire en sorte que les Iraniens sachent où ces AWACS sont stationnés. The Iranians know where those AWACS are parked. We're going to see that the Iranians know where the radars are. Nous allons faire en sorte que les Iraniens sachent où se trouvent les radars et nous allons leur donner ces informations.
Ils auront accès aux ressources de navigation qu'ils peuvent simplement acheter dans le commerce. Et bonne chance à eux. À présent, l'Iran profite de ces services, et incidemment la Chine et la Russie aussi, car ces pays veulent que l'Iran l'emporte. Et je pense que l'Iran l'emportera dans cette affaire. Je pense que la guerre va devenir de plus en plus difficile pour les Américains. Ma plus grande inquiétude est qu'à mesure qu'Israël se retrouvera dans une situation de plus en plus désespérée, il soit assez imprudent pour utiliser des armes nucléaires. Les décideurs politiques américains feraient bien de s'assurer qu'Israël comprenne qu'ils seront livrés à eux-mêmes s'ils utilisent un jour des armes nucléaires contre qui que ce soit. Tu sais, ils sont absolument livrés à eux-mêmes, pour toujours, complètement. Parce que je crains que ce type fou, Netanyahou, qui a clairement la même mentalité qu'Adolf Hitler, ne fasse quelque chose qui entraîne la chute d'Israël avec tout le reste. Et Adolf Hitler aurait fait tomber l'Allemagne. Nous avons toutes les raisons de croire qu'il l'aurait fait s'il avait eu des armes nucléaires, car il était suicidaire. Il n'a fallu qu'une intervention du genre de celle d'Albert Speer. Albert Speer était son architecte. Hitler avait ordonné à Speer, qui dirigeait l'économie allemande, de détruire l'Allemagne. Et Speer n'a pas exécuté son ordre parce qu'il ne voulait pas que l'Allemagne soit complètement détruite. Sinon, l'Allemagne aurait été anéantie si cet ordre avait été appliqué. Donc il faut espérer que soit Netanyahou n'est pas aussi fou qu'il en a l'air, soit que les personnes à qui il donnerait cet ordre refuseront de l'exécuter. Et j'espère sincèrement que les Israéliens que je connais sont dans la boucle et qu'ils refuseraient de le faire. Parce qu'ils sont assez intelligents pour savoir que ce serait la fin d'Israël, ainsi que de beaucoup d'autres choses. Mais je ne sais pas à quel point cet homme, ce fou, a pris le contrôle. Enfin bref. Merci. Merci, Ted. Merci beaucoup. Tu es en Allemagne. J'espère que tu profites de ton voyage. Je passe toujours un bon moment en Allemagne. Prenez soin de vous. Ravi d'avoir parlé avec vous. J'espère intéressera votre public. C'était incroyable. Merci, Ted. Au revoir.